What you're looking at is Les Chants de Maldoror de Lautréamont. It's like dark French literature. A lot of people don't know about this. And Les Chants de Maldoror is kind of, it's like what we call a dark romantic literature. It's in French. It's a very advanced French because you may understand the first layer, but you have 10 other layers behind that. So it's not for everyone. So, présentation. Sous le pseudonyme resté célèbre du comte de Lautréamont se cache Isidore Lucien Ducasse, le fils d'un diplomate français parti occuper en Uruguay le poste de commis chancelier au consulat général de France. Né à Montevideo en 1846, dans une période historique troublée, ses premières années ont pour toile de fond la violence et la dévastation d'une guerre qui retiendra Montevideo assiégée par l'armée argentine de 1843 à 1851. De retour en France, il suit ses études au lycée de Tarbes avant de monter à Paris dans le projet de préparer Polytechnique, ce qu'il ne fait pas. Donc Polytechnique, c'est une école d'ingénieurs en fait. Passant ses nuits à écrire quasi fiévreusement, il donne à apparaître en 1868 à compte d'auteur et sous anonymat le premier des chants de Maldoror, sa grande œuvre. Dès l'année suivante, les 5 derniers chants sont édités, mais sous un pseudonyme cette fois, Lautréamont, et sans nul doute emprunté. I cannot move this. Okay, so hold on just a second. Emprunté du titre d'un roman d'Eugène Sue, alors très en vogue. Let me just go back here. Voilà. Et qui avait eu un immense succès. L'intérêt de ce pseudonyme s'éclaire aussi par sa double consonance de l'autre et amont. En avant. The other is before. L'autre et amont. Au sens de l'autre et au-dessus supérieur. Many references here. Autant que l'autre est Amon, Amon-Ra, pourrait faire référence au dieu égyptien du soleil. Mais l'éditeur, effrayé par la violence et la révolte qu'ils expriment, garde la plupart des exemplaires dans sa cave et les chants passent inaperçus. Voilà. En 1870, Isidore Ducasse reprend son nom pour faire paraître 2 essais en prose rassemblés sous le titre paradoxal de poésie. Donc il change complètement de temps et de genre, prenant alors une littérature optimiste et saine, exaltant la vie. Poésie 1 et Poésie 2 sont symétriquement l'inverse des chants de Maldoror. Ce revirement soudain dans son écriture gardera autant de mystère que la propre disparition prématurée de l'auteur en novembre de la même année, retrouvé mort à l'hôtel du faubourg Montmartre, où il logeait. Son acte de décès ne stipule aucun renseignement si certaines œuvres insolites trouvent leur explication dans la vie de l'auteur. Ici, la violence outrée, le surréalisme rutilant comme le déferlement torrentiel des images hyperboliques dégagées par les chants de Maldoror s'imposeront de même au siècle qui les aura fait naître. Les chants de Maldoror, 1868-1869, une année. Épopée en prose éditée en 6 chants. Il faut savoir que cette période, la fin du 19e siècle, milieu-fin, c'est une période très prolifique pour la littérature occulte. D'accord ? Ça fait partie de cette période. Donc on a Frankenstein, Dracula, on a beaucoup d'écrits qui sont très occultes. Où on a l'apparition de monstres, mais aussi, une explication du psychisme, la psychologie qui commence à avoir un petit peu, qui va commencer à se séparer du spiritualisme, de la philosophie, du spiritisme aussi,
Donc la psychologie qui essaie de... Enfin, c'est plus la fin du 19e siècle. On commence à avoir, bon, on a Freud, on a la psychanalyse, on a des psychiatres qui commencent un peu à se détourner des méthodes traditionnelles pour expliquer le cerveau, pour expliquer l'esprit, etc. Voilà. Donc on arrive à une période qui est une période de renaissance mentale, on va dire. Alors, c'est les chants de Maldoror, donc les chants, hein, épopée en prose éditée en 6 chants, l'œuvre de Lautréamont traduit un cauchemar sadique au sein d'un univers insolite par sa cruauté et son impunité. Un double monstrueux du Père mène une guerre frénétique à Dieu, puis à l'homme. On a un parfum de Nietzsche. Okay. Le héros Maldoror est d'abord la figure du byronisme en vogue, mais se transforme au long d'incantations successibles sur lui-même. Le monde, les hommes, et sur Mervyn, le fils de la blonde Angleterre en suppôt de Satan. Sa conscience tragique glisse en un désespoir métaphysique qui nie toute l'humanité. Dressé contre Dieu et contre l'homme, je vais mettre un petit peu plus petit, il affirme sa ressemblance consciente à Lucifer Satan pour accomplir en définitive le principe générateur de l'œuvre proclamé par l'auteur au premier chant. Je vais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté. Véritable manifeste de la révolte absolue, la poésie de Lautréamont se nourrit d'images fantastiques et d'un cynisme qui semble d'abord né sous la dictée de l'inconscient de l'hystérie. C'est un cauchemar qui tient la plume, mais qui emploie des moyens littéraires brillants et extrêmement diversifiés. Un lyrisme tourné dans la pure tradition romantique et renforcé par l'utilisation outrancière de l'hyperbole, de l'ironie et du pastiche. De même, le simple collage de textes didactiques finit poétisé par le contexte. De cette manière, Lautréamont assure génialement, c'est un peu bizarre cet adverbe, mais bon, l'autonomie de l'univers qui dépeint comme de son œuvre elle-même. Bien que l'édition originale n'ait été distribuée et que les rares écrivains de cette fin de siècle qui s'y soient intéressés n'y aient vu le fruit d'un esprit malade. Antonin Artaud avait aussi des écrits assez dangereux, mais il a été envoyé à l'asile psychiatrique. Hein. Donc les chants de Maldoror ont bientôt séduit les symbolistes, puis les surréalistes qui les ont réhabilités. André Breton y vit la revanche de l'irrationnel, l'affirmation des forces obscures, l'explosion volcanique de nappes souterraines incandescentes, c'est-à-dire la même volonté que ses pairs de changer la vie et bouleverser en même temps le langage, l'écriture et le monde. Les comparaisons rendues célèbres du 6e chant, la critique lucide du langage poétique et l'utilisation des fantasmes de l'inconscient firent que l'œuvre fut bientôt considérée comme une des sources majeures de la poésie moderne, instigatrice de la révolution littéraire du XXe siècle. C'est quelque chose de très très beau, mais de très sadique. Donc ce n'est pas pour les enfants, bien sûr. Et je vais voir si je peux... Peut-être ça, voilà. Et peut-être pas en fait. J'essaie d'avoir... J'essaie d'avoir un autre... ça va pas marcher. On va le garder comme ça. Donc, premier chant, on fera le premier chant. Donc il y a... Pourquoi 6 ? Pourquoi 6 chants ? Est-ce que c'est... Tout a un symbole. Dans ce genre de littérature, tout a un symbole. Tout est calculé, en fait. Alors, premier chant, chant 1, strophe 1. Allez, on y va. Plus au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce, comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages, désolé de ces pages sombres et pleines de poison, car à moins qu'il n'apporte
dans sa littérature une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale, au moins à sa défense, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau, le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière et non en avant. Comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou plutôt comme un angle à perte de vue de grue frileuse, méditant beaucoup, qui, pendant l'hiver, vole puissamment à travers le silence, toute voile tendue, vers un point déterminé de l'horizon d'où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. Habituellement, je lis mieux que ça, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. La grue, la plus vieille et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, branle la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment, son bec aussi qu'elle fait claquer, et non pas contente. Moi non plus, je ne le serais pas à sa place. Tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de 3 générations de grues, se remue en ondulations irritées, qui présagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Après avoir de sang-froid regardé plusieurs fois de tous les côtés, avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence. Avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle pour repousser l'ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage, soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau. Parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr. C'est tout. Voilà. Alors, c'est très difficile à comprendre. Ce n'est pas du français débutant, intermédiaire et même pas avancé. C'est un français expert. Donc, je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Je n'aurai pas beaucoup de vues pour cette vidéo. Ce n'est pas grave. Mais c'est quelque chose que je voudrais partager avec les gens qui ont un esprit créatif un peu différent et qui comprennent au-delà des apparences une littérature qui peut être un petit peu plus sophistiquée et compliquée. Voilà. L'autre champ, si vous voulez, voilà, ça commence à être un peu plus intéressant. Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage. En fait, là, déjà, il parle de la première strophe, et là, il comprend l'impatience des gens qui ont envie d'avoir, cette violence dans cette littérature, et qui n'est pas là dès le départ. Donc, en fait, il joue avec la patience, déjà même avec les lecteurs. Qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras avec tes narines d'orgueilleuse, larges et maigres, en te renversant de ventre pareil à un requin, dans l'air beau et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte, et l'importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement. Les rouges émanations, je t'assure, elles réjouiront les 2 trous informes de ton museau hideux, ô monstre si toutefois tu t'appliques auparavant à respirer 3000 fois de suite la conscience maudite de l'éternel. Ça commence. Strophe 2, c'est là où ça commence. Voilà. Mais bon, j'en donne pas plus. Passez une bonne journée. À très bientôt.